Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser cette annonce fracassante, la lettre d'intention pour 100 à 150 Gripen qui pourraient rejoindre l'armée de l'air ukrainienne. Le Gripen, c'est un avion de chasse qui a été fourni par Saab, qui est de 4e génération mais qui comporte énormément de technologies de 5e génération. Et au vu de la panoplie d'armes qui l'emporte, ce serait vraiment un bond capacitaire énorme pour l'armée de l'air ukrainienne et ça pourrait vraiment tout changer dans le rapport de force dans les airs autour de l'Ukraine parce que c'est un avion qui est largement supérieur au Mirage 2000 et au F-16 qui sont exploités aujourd'hui pour l'Ukraine, avec déjà un grand succès, mais ce sera encore un niveau au-dessus. D'abord, le Gripen, c'est le best-of de tout ce que les Suédois ont pu acheter sur étagère pour faire un avion de chasse modulaire qui réunit toutes les technologies de tous les fournisseurs occidentaux, Ostodar, OTAN. C'est-à-dire qu'il accepte tous les équipements du marché avec un objectif, faire mieux que la Russie avec ses chasseurs Sukhoi 35 ou même que le Sukhoi 57 et être capable de faire face à la défense aérienne russe, puisqu'évidemment pour la Suède, l'objectif c'est d'être capable de faire face à la Russie et 100% la Russie. Ils n'ont pas de vocation expéditionnaire, nucléaire ou avoir de porte-avions, 100% tournés vers la menace russe. Si on fait le tour du propriétaire, le Gripen il dispose des capteurs de dernière génération, notamment un radar à balayage électronique à antenne active qui est fourni par Leonardo, qui peut pivoter à 100 degrés, ce qui est génial pour pouvoir longer une ligne de front et faire du balayage latéral. Il y a un IRST, c'est-à-dire un capteur infrarouge capable de détecter à des dizaines et des dizaines de kilomètres, y compris les avions furtifs. Je vous renvoie vers cette vidéo que j'ai fait dédiée spécifiquement à cette question. Il a ensuite une suite de guerre électronique Arexis qui a été développée par Saab avec tout un réseau de détecteurs qui permettent d'identifier tous les départs de missiles qui nous visent, ainsi que les missiles en approche, avec un ensemble de systèmes de protection qui comprend les flares, qui sont adaptés contre les missiles à guidage infrarouge, les chaffes, qui permettent de créer un écho qui est plus gros que notre avion pour détourner les missiles à guidage radar. Il y a aussi un pod lourd de guerre électronique offensif qui est en développement, et on connaît l'efficacité de Saab dans le domaine de la guerre électronique. Je vous rappelle que la France a choisi le GlobalEye pour son avion AWACS qui fera aussi la guerre électronique. C'est-à-dire que les Suédois avec Saab, ils sont vraiment très forts dans le domaine. Avant de continuer avec les équipements intérieurs, les missiles, les armes qui sont embarquées et toute la capacité, ce que ça va changer réellement en Ukraine, je vous rappelle que les vidéos qui sont sponsorisées, l'argent retourne à l'Ukraine et notre partenaire aujourd'hui, c'est Inconi. Est-ce que vous accepteriez que quelqu'un vous suive en permanence pour voir comment est-ce que vous vivez, de quelle manière est-ce que vous consommez, quels sont vos amis, votre famille, qu'est-ce que vous dites au téléphone? Ce serait pas sympa, et pourtant c'est ce qu'on accepte quasiment tous les jours avec les data brokers. Ce sont des sociétés qui vont constituer des bases de données gigantesques sur vous, avec ou sans votre consentement, parce que vous allez naviguer sur internet, quand vous avez une carte de fidélité, ou même simplement acheter des produits et des services. Et puis vous avez même certains moyens de paiement, comme les néobanques ou PayPal, qui vont utiliser une partie des informations que vous utilisez dans vos paiements, dans vos achats, pour pouvoir les revendre et les exploiter à des fins commerciales. Donc tout ça, évidemment, ça implique plus de démarchage téléphonique, plus de spam dans vos boîtes mail, plus de publicité ciblée quand vous naviguez sur Internet, et vous avez le droit de vous faire disparaître ces bases de données. La loi vous y autorise, sauf que vous ne savez pas dans lesquelles vous vous trouvez, et c'est là qu'Inconi intervient. Eux, ils vont vous identifier parmi les milliers de data brokers partout dans le monde, ils vont demander à faire supprimer toutes les informations qu'ils ont collectées sur vous. Depuis que je me suis inscrit, ils m'ont fait disparaître de centaines de bases de données, ils m'ont fait gagner des dizaines et des dizaines d'heures de travail administratif, mais en plus, ils ont amélioré ma qualité de vie en arrêtant d'être harcelé par téléphone. Donc vous aussi, suivez mon lien, inconi.com/titelman, vous aurez une super réduction, mais en plus, vous retrouverez votre intimité sur Internet. Allez, on retourne à notre sujet. Si on revient à notre Gripen et qu'on regarde dans le cockpit, d'abord il y a un viseur tête haute qui a été développé en partenariat avec British Aerospace. Ensuite, il y a réellement la fusion de données tactiques qui permettent d'agréger toutes les données qui viennent de tous les capteurs, mais aussi les informations qui viennent de l'ensemble de l'armée avec une transmission qui peut se faire via la communication satellite et également via la liaison de données tactiques en liaison 16, qui permet même de tirer des missiles sur une cible qu'on n'aurait pas détectée nous-mêmes, notamment avec les informations radars qui peuvent venir des navires, des radars au sol ou des AWACS. Et ça tombe bien puisque l'Ukraine possède déjà cette capacité avec tout un réseau de systèmes capables d'interagir et de partager leurs informations pour qu'un avion de chasse au standard OTAN comme le Mirage 2000, le F-16 ou le Gripen puisse connaître la situation tactique autour de lui sans allumer ses capteurs et se faire détecter et se rapprocher en très basse altitude sans être identifié pour délivrer ses armes sur une cible détectée par les autres membres du réseau. Et c'est de cette manière-là qu'un F-16 avait abattu un Sukhoi 35 il y a quelques mois puisque les Ukrainiens ont déjà reçu un avion radar qui a été fourni par Saab
Saab par la Suède. Ensuite, il y a sous les ailes ce qu'on appelle des pods. D'abord, il y a les pods de désignation laser et de ciblage comme le Lightning 3 et le Lightning 5 qui sont proposés par Rafael avec Northrop Grumman. Il y a également le Sniper ATP de Lockheed, mais théoriquement tous les pods OTAN pourraient être intégrés, comme par exemple le Talios de Thales. Il y a également des pods de reconnaissance avec une liaison de données vers le sol qui s'appelle le Redshay XR de Rafael, donc israélien, et la Suède est en train de développer le Redshay NG qui permet d'avoir une information qui est à très longue distance, du renseignement stratégique, notamment en étant placé en très haute altitude. Si on regarde du côté des armements, évidemment il y a un canon interne, le Mauser de 27 mm, il y a des missiles RR en grand nombre, notamment les Iris-T allemands, les Mika français et les AIM-9 Sidewinder américains qui font de courtes, moyennes portées, avec des guidages infrarouges ou électromagnétiques. Sur la longue portée, il y a en particulier l'AIM-120 AMRAAM de Raytheon, mais surtout le Meteor de MBDA, qui est le missile qui a la plus grande no escape zone du monde, avec une portée qui est supérieure à 150 km, donc ça, c'est vraiment un game changer. Ensuite, sur les missiles de croisière, il y a le missile Scalp, le Storm Shadow et le Taurus allemand qui sont déjà intégrés. En termes de bombes, il y a évidemment les GBU et les bombes planantes JDAM. Pour ce qui est missile air-sol standoff, c'est-à-dire quand on reste à distance de sécurité, il y a le Maverick de Raytheon qui peut aller seul sur une cible ou suivre un objectif qui a été désigné par laser. Il y a le missile anti-char Brimstone, fourni par MBDA UK. Et puis en 2023, les Suédois ont annoncé l'intégration de missiles anti-radar, par exemple le Spear EW de MBDA UK. Il y a également, tout nouveau, le missile anti-navire RBS-15 de Saab, qui a plus de 300 km de portée. Et puis on sait qu'il y a des travaux d'intégration des roquettes guidées laser qui doivent commencer. Et ça, c'est l'arme la plus pertinente quand on veut notamment détruire des missiles de croisière russes ou des Shahed et des systèmes low-cost. Ça évite de devoir utiliser des missiles air-air qui coûtent très très cher. Et ça évite aussi de se mettre en danger en tirant au canon, parce que les débris du missile qui va exploser peuvent être ingérés dans les moteurs, et notamment les Ukrainiens ont perdu 2 F-16 pour cette raison. Donc les roquettes qui tirent loin, c'est quand même une solution qui est très très efficace. Donc vous voyez, une panoplie d'armes qui est très variée, avec de très bons résultats dans les compétitions internationales, et même si le Gripen il est clairement surclassé par exemple par le Rafale dans les compétitions, l'objectif est bien ici d'être supérieur aux Russes, et notamment au Sukhoi 35, qui est l'appareil de supériorité aérienne absolue de la part de la Russie. Et justement, à la fois le Brésil et la Corée du Sud ont pu tester les deux avions, c'est-à-dire que le Gripen et le Sukhoi 35 ont tous deux participé à ces compétitions, et le Gripen a systématiquement surclassé le Sukhoi 35, parce que le Sukhoi 35, il n'a pas de radar à balayage électronique à antenne active, ce sont des antennes passives encore aujourd'hui, il n'a pas de fusion de données, son IRST est inférieur à celui du Gripen, et puis d'une manière générale, les Ukrainiens ont la chance d'avoir les AWACS qui sont fournis par Saab, et qui sont supérieurs aux A50 dont dispose la Russie et qu'elle n'arrive pas à produire pour augmenter la cadence aujourd'hui, sans compter que le partage de données tactiques, la CITAC, de la part de la Russie, elle est très réduite à la fois en débit et à la fois en performance. Mais outre cette supériorité du Gripen, l'avion, il a d'autres avantages. D'abord, son coût d'exploitation, il est au plus bas. Sa réputation, c'est d'être autour de 15 000 € de l'heure de vol, contre 20 000 pour le Rafale et 25 000 pour les F-16 Modern ainsi que les Eurofighter. Sa maintenance, elle est conçue pour être rustique, et l'avion doit pouvoir opérer depuis des pistes sommaires, donc ce qui est idéal pour l'Ukraine où les avions décollent régulièrement des autoroutes. Ensuite, la ligne de production du Gripen, malheureusement pour le Gripen, ils n'ont pas réussi à l'exporter largement autant qu'ils le souhaitaient, au-delà du Brésil, de la Thaïlande, de l'Afrique du Sud, donc c'est quelques réussites évidemment, mais très clairement, ils peuvent très rapidement monter en cadence pour pouvoir faire tourner leur ligne de production le plus rapidement possible, et ça c'est un gros avantage en comparaison avec les autres avions de chasse qui auraient pu être fournis à l'Ukraine aujourd'hui, notamment le Rafale évidemment, qui a un carnet de commandes qui est très très long. Et donc la question qui va se poser c'est, mais qu'est-ce que ça change pour l'Ukraine de recevoir des Gripen? D'abord, l'aviation ukrainienne, elle dispose de différents types d'avions, des MiG-29 et des Sukhoi 27, qui ont des missions assez variées, des missions air-air, des missions air-sol, mais ça reste des avions soviétiques qui ont été certes améliorés avec l'intégration de missiles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus performants, y compris des missiles qui vont remonter jusqu'à la source d'émission d'un radar ou des bombes planantes. Il y a également les Sukhoi 25 qui eux aussi intègrent des bombes planantes, sachant que l'appareil avait été conçu pour faire de l'appui, de l'attaque au sol direct pour soutenir les opérations au sol, mais ça c'est une opération qui a totalement disparu.
Ensuite, ils ont des Sukhoi 24, dont la mission principale aujourd'hui, c'est d'être capable de lancer les missiles de croisière Scalp, Storm Shadow. Et puis évidemment, récemment, ils ont reçu à la fois des F-16 et des Mirage 2000, qui sont des avions multimissions avancés, mais qui sont principalement pour l'instant orientés sur la défense aérienne du territoire, et ils sont clairement une demi-génération en dessous du Gripen. Donc très clairement, il faut comprendre que le Gripen, c'est mieux que tout ce qui se fait dans la flotte ukrainienne aujourd'hui, et c'est-à-dire que l'avion, il sait réellement tout faire. C'est un seul avion qui est capable de faire toutes les missions de tous les avions de la flotte, mais en plus qui est supérieur dans chacune de ces missions. Sachant qu'en plus, il y a un effet de masse qui est nécessaire, par exemple pour patrouiller sur la totalité de la ligne de front, ainsi que pour lancer les milliers de missiles de croisière ARAM que les USA doivent livrer à partir de la fin de l'année 2025. Mais ce qu'on attend aussi du Gripen dans ce cas, c'est de réellement offrir la supériorité aérienne à l'Ukraine, puisque le Sukhoi 35 est l'avion qui va défendre les appareils qui vont balancer des bombes planantes, les Sukhoi 34 par exemple. Eh bien, si le Gripen est supérieur au Sukhoi 35, avec une capacité de cibler, de l'intercepter, de taper de plus loin, en toute logique, ça va faire peser une menace de destruction pour tout avion russe qui viendrait lancer ses bombes à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Et ça, réellement, ça pourrait changer l'équilibre sur le front, puisque les milliers de bombes planantes que lance la Russie sur le front, c'est ça qui permet de détruire certaines défenses ukrainiennes pour ensuite pouvoir lancer des assauts au sol. Si les Russes perdent cette capacité à opérer d'une manière relativement libre à quelques dizaines de kilomètres du front dans la profondeur, et bien là, vous avez un déséquilibre qui va se faire, vous aurez moins de bombes planantes, vous aurez moins de souffrance au sol, et ça c'est aussi une question de masse, de quantité, mais de supériorité, et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'avion qui affichait clairement une supériorité sur les Sukhoi 35, là, ce serait réellement une possibilité. Donc après, dans les autres capacités inédites du Gripen par rapport aux avions actuels, il y a évidemment la guerre électronique offensive, diminuer, réduire l'efficacité des radars russes. Il y a la capacité de lancer des missiles anti-navires qui n'existaient pas jusqu'à maintenant, et là on parle de plusieurs centaines de kilomètres. Et puis il y a aussi cette possibilité, cette performance d'avoir été conçue dès l'origine avec l'objectif de survivre dans un milieu hautement contesté, avec des radars partout, ce qui n'est pas le cas du F-16, qui est clairement d'une génération d'un développement qui était très antérieur, et c'est normal, c'est un avion, le Gripen encore une fois, qui est développé spécifiquement pour faire face à la Russie. Le F-16, c'était beaucoup plus large. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, il faut aussi valider les accords, parce que certes, aujourd'hui c'est une lettre d'intention. Une lettre d'intention, c'est pas un achat ferme. Il faut que les différents fournisseurs valident, notamment les Américains, qui sont le fournisseur du moteur du Gripen, avec JI qui fournit le F-414. Il faut aussi que ceux qui donnent des composants. Est-ce que la France va accepter de donner les missiles air-air Météor à très longue portée? On le souhaite tous, évidemment, mais il faudrait quand même qu'il y ait un accord opérationnel, notamment si les composants du Météor sont récupérés après avoir réussi une interception, est-ce que ça réduit l'efficacité du Météor pour la suite? Un petit peu comme le missile PL-15 chinois qui a été récupéré par les Indiens, on sait très bien que ça va réduire l'efficacité de ce missile air-air pour les futures opérations chinoises. Ensuite, il y a toute la question du financement, et là, bonne nouvelle, on est en train petit à petit de s'acheminer vers une capacité de piocher directement dans les avoirs russes gelés pour directement utiliser cet argent et armer les Ukrainiens avec de l'argent russe. Donc là, ce serait gratuit pour les Ukrainiens, gratuit pour les Européens. Là, pour le coup, c'est vraiment tout bénef, et puis ça énerve les Russes, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Et dans tous les cas, on ne le rappelle pas assez souvent, mais les Suédois forment des pilotes ukrainiens sur Gripen depuis l'automne 2023. Ça fait 2 ans qu'ils sont en formation. Donc il y a déjà un premier batch, un premier ensemble de Gripen qui va arriver. Prêt à l'emploi, on ne sait pas exactement encore une fois quel sera l'écosystème autour de l'avion, mais les pilotes, les techniciens, la maintenance est déjà prête, et la Suède a déjà budgété l'achat de pièces de rechange pour réaliser la maintenance directement en Ukraine. Donc on sait que c'est une question de semaines, de mois, peut-être 6 mois, et que ensuite cette annonce aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être pour simplement pouvoir continuer à produire et à fournir plus de Gripen, et ce serait du coup le Gripen qui serait la colonne vertébrale de la future aviation de chasse ukrainienne, et ça évidemment c'est une excellente chose, puisque ça donne des perspectives stratégiques à la fois à l'Ukraine pour être capable de se défendre, mais aussi à la Russie, parce qu'elle sait maintenant qu'elle n'a aucune chance de dominer l'Ukraine dans le domaine de l'aérien, sachant évidemment que ça fait 3 ans et demi qu'elle avait annoncé avoir obtenu la domination aérienne totale sur l'Ukraine. On sait très bien ce qu'il en est. Les Ukrainiens, même avec leurs avions très inférieurs au Gripen, ils font toujours plusieurs dizaines de missions par jour avec succès, et c'est pas prêt de s'arrêter.
Donc voilà, les perspectives, elles sont claires. J'espère en tout cas que ça va se concrétiser très rapidement, mais les Ukrainiens, eux, ils sont prêts à continuer à se battre et à se défendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt.